Monsieur le directeur général de l'école de maintien de la paix, Alioune Blondin Bey, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, distingué ambassadeur et représentant des organisations internationales accréditées au Mali, l'honorable membre du Conseil national de transition, la ministre Sina Damba, qui est avec nous. Je voulais reconnaître et saluer tous les distingués invités dans cette salle, particulièrement nos invités du Burkina Faso, du Niger. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres invités qui viennent de plus loin. Je voulais saluer tout le monde, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je voudrais joindre également ma voix à celle du directeur de l'école de maintien de la paix pour remercier la République fédérale d'Allemagne pour le soutien qu'elle apporte à l'école de maintien de la paix et particulièrement à la réalisation de cette importante rencontre. Ma gratitude va également à l'ensemble des participants de cet important séminaire. J'ai pu mesurer l'importance de ce séminaire, non seulement à travers la pertinence du thème et des sous-thèmes choisis, mais aussi à travers la qualité des échanges riches et denses dont le compte-rendu vient de nous être fait par le rapporteur général de cette rencontre. Je renouvelle à cet égard mes chaleureuses félicitations au directeur et l'ensemble de l'équipe de l'école de maintien de la paix pour la sélection de ces intervenants de grande qualité, des modérateurs, mais aussi et surtout le choix des sujets abordés ici. J'ai suivi avec attention et j'ai été particulièrement attentif aux conclusions du séminaire et j'ai été très heureux de voir que les travaux ne sont pas limités uniquement à constater le diagnostic d'une situation, mais elle est allée bien au-delà pour pouvoir proposer des pistes de réflexion, sinon des pistes d'action. En effet, vous avez dégagé une constante fondamentale, l'importance d'une coopération repensée a été bien retenue, et aussi une coopération surtout recentrée sur les priorités nationales et sous-régionales. J'allais ajouter aussi qu'il est important que l'état d'esprit dans lequel nous nous engageons dans ces coopérations et ces partenariats aussi me semble être extrêmement important, que ces choses se fassent aussi dans un état d'esprit de respect, de compréhension mutuelle, mais aussi de complémentarité de part et d'autre. Je voudrais à cet égard saluer vraiment l'école de maintien de la paix, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs au directeur de l'école de maintien de la paix, que c'est aussi un cadre de diplomatie très active parce que vous permettez à des acteurs de divers horizons de venir, peut-être sans un agenda ou une idéologie préétablie, de pouvoir s'engager dans des conversations qui puissent aider à la fois les gouvernants et les différents praticiens à mieux comprendre les situations, mais surtout à essayer de forger ensemble des consensus qui sont nécessaires pour nous acteurs pour pouvoir apprendre de nos erreurs, mais aussi ajuster le tir par rapport aux actions que nous menons au quotidien. Donc par rapport à cela, je pense que c'est un lieu privilégié de diplomatie auquel aussi naturellement le ministère des Affaires étrangères, nous voyons en vous aussi des partenaires parce que nous partageons avec vous notre petite expérience, mais nous apprenons beaucoup aussi en retour et je souhaite que cette collaboration puisse davantage se renforcer et même, pourquoi pas, renseigner davantage notre action, notre réflexion, parce que malheureusement, très souvent, nous avons le nez dans les guidons et on n'a pas toujours le temps d'avoir le recul nécessaire, d'appréhender l'environnement et d'avoir une analyse complète de cet environnement et surtout de comprendre les jeux, les enjeux, les motivations des différents acteurs pour pouvoir aussi recalibrer notre action et pouvoir être le plus efficace possible, mais le plus pointu, mais surtout d'avoir des décisions qui sont fondées
Je pense que la conclusion est à Paris. Il faut que cette décision soit fondée aussi sur la science, sur la recherche, sur des choses qui sont à la fois vérifiées, parce que nous sommes dans un monde aussi de guerre communicationnelle. Il y a beaucoup d'informations, j'allais dire même trop d'informations, souvent brutes, qui nous mettent, nous, preneurs de décisions, souvent sous pression, de devoir réagir ou agir sans souvent avoir vraiment les paramètres d'action nécessaires, parce qu'il y a une pression des populations pour apporter des réponses, et souvent ça nous amène à commettre beaucoup d'erreurs. Donc des institutions comme la vôtre peuvent aussi nous aider à pouvoir avoir cette profondeur stratégique, de fonder nos décisions sur des analyses, mais aussi souvent d'admettre que nous pouvons nous tromper de part et d'autre. Je pense que personne n'a la science infuse, donc par rapport à cela, je pense que chacun doit venir avec beaucoup de modestie, beaucoup de modestie pour pouvoir aller de l'avant. Lors de ma leçon inaugurale mardi matin, je vous invitais d'ailleurs, comme vous l'avez indiqué, à intégrer 10 réflexions spécifiques à votre action. Je sais que tout n'a pas été pris en compte, ce n'était pas la vocation, mais je pense que beaucoup d'éléments pertinents ont été pris en compte dans le cadre de ce travail, mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont aussi des questionnements que nous avons, que vous avez, et pour lesquels peut-être que si on n'a pas la réponse aujourd'hui, nous devons pouvoir nous investir à regarder ces domaines qui sont des domaines d'intérêt pour nous, pour lesquels, si je ne vous ai pas apporté des réponses, c'est que je suis moi-même dans le mode questionnement sur beaucoup de ces questions. Voilà, donc je pense que ça veut dire que ce sont des domaines que nous devons continuer à explorer ensemble. Je retiens particulièrement de vos échanges 4 recommandations essentielles. D'abord, la nécessité de renforcer le climat de confiance entre les partenaires, parce qu'aucun partenariat n'est possible si il n'y a pas une certaine commonalité des défis, des solutions. Donc la confiance est un élément essentiel. Parce que, vous savez, dans tout ce qu'on veut faire, on peut présumer que chacun y vient de bonne foi. Mais s'il n'y a pas la confiance, même celui qui prétend vouloir vous donner un coup de main, vous allez vous poser 10 questions avant de pouvoir accepter. Quand il y a une confiance, je pense que ça crée le cadre d'aller de l'avant. Et la confiance aussi va avec aussi une certaine sincérité dans les rapports, parce que il est important, parce que jusqu'à présent, certains partenaires viennent, ils n'ont pas admis que, bon, nous ne sommes pas que le bout de la chaîne pour recevoir, que chacun a un intérêt, quel qu'il soit. L'intérêt peut ne pas être matériel, ça peut revêtir diverses formes. Même si moi je donne de l'argent à un mendiant au bout de la rue, mais j'attends une contrepartie. Peut-être divine, mais je ne lui donne pas parce que je suis content de lui donner, parce que je suis convaincu que je vais avoir un retour là-dessus. Donc cette sincérité est importante. Quand vous êtes un partenaire, peut-être qu'on ne peut pas tout mettre sur la table, mais il faut quand même indiquer de part et d'autre que bon, moi j'ai mon intérêt sur telle ou telle chose pour que vous puissiez le faciliter. Mais malheureusement, on a eu des échanges avec beaucoup de partenaires qui disent qu'ils viennent nous aider comme si c'était juste à cause de Dieu, quoi. Parce que vous êtes dans le besoin. Donc je pense qu'il faut aussi cette sincérité pour comprendre un peu pourquoi nous venons à vous. Peut-être il faut qu'on vous aide pour qu'on se sauve nous-mêmes. Tout ça, c'est un intérêt. Donc je pense que cette sincérité dans la relation, de comprendre que quelle que soit la contrepartie, elle est là, et quand on le reconnaît, je pense que ça met l'autre partenaire à l'aise, de se dire que nous dépendons l'un de l'autre. Parce que ne serait-ce que parce que le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas continuer, même si on sait que le monde a besoin de pauvres d'un côté, a besoin de riches de l'autre côté, mais on ne peut pas continuer de cette façon. Quelque part, je pense que même les pays dits riches ont besoin que les autres pays, en tout cas, améliorent substantiellement les conditions de vie de leur population, ne serait-ce que pour qu'ils deviennent des engins économiques, pour pouvoir acheter
les biens qui sont produits ailleurs. Donc je pense que cette sincérité dans la relation est essentielle pour pouvoir avoir cet élément. Et je pense que ça peut sérieusement aider, mais chacun doit y voir un bénéfice et ce bénéfice doit faire l'objet d'une discussion et de sincérité de part et d'autre. Nous devons l'accepter. Et la deuxième chose que je retiens, c'est la promotion des ressources humaines de qualité pour impulser un développement durable. Encore une fois, la plus grande ressource que nous avons, c'est la ressource humaine. Il y a des pays comme Israël, le Japon ou d'autres qui se sont développés, qui sont devenus des pays industrialisés, qui n'ont pas de ressources naturelles ou dans leur sous-sol. Ça veut dire que si on a la ressource humaine peut nous amener vers les autres ressources. Parce que les ressources naturelles à elles seules ne peuvent pas développer. D'ailleurs, très souvent, dans nos pays, certains pensent même que c'est une malédiction. Parce que si vous avez des ressources naturelles et que vous n'êtes pas préparé à les gérer, vous n'avez pas la capacité de les gérer, vous n'avez pas la capacité de comprendre qu'il faut gérer ces ressources dans la durée et que toutes ces ressources naturelles sont périssables, sauf l'homme. Donc je pense que l'investissement dans les ressources humaines est très très important, l'éducation et toutes ces questions. La preuve, c'est qu'aucun de ces pays, vous regardez les statistiques des pays, où il n'y a aucun pays qui se soit développé où le niveau de l'éducation n'est pas proche de 100%. Il n'y en a presque pas. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante. Et la troisième leçon que je retiens, c'est la nécessité de mettre en place des mécanismes pour réguler et contrôler l'influence des médias afin de limiter leur impact néfaste sur les populations sahéliennes. Là aussi, il faut que nous fassions extrêmement attention parce qu'on parle des médias, mais en réalité, les médias aussi, c'est par rapport à ceux qui définissent le contenu des médias. Et ceux qui définissent le contenu des médias sont ceux qui définissent l'agenda. Parce que quand tu te lèves le matin, quand tu allumes ton téléphone, dis-toi que quelqu'un est en train de te donner ton ordre du jour, de ce jour-là en question. Parce que les 5 premières informations que vous allez avoir peuvent définir votre journée. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment, peut-être que quelqu'un à votre télécommande, il peut vous amener à faire ce que vous voulez qu'il fasse parce que lui, il a posté une première information de quelque chose qui s'est passé à 1000 km de chez toi. Mais c'est ça qui devient ta préoccupation. Même ton voisin qui est en train de mourir, si tu ne sais pas, c'est pas ça ta préoccupation. Donc, faisons extrêmement attention aux médias, aux contenus, et ces contenus ne sont jamais neutres. Pourquoi les grandes chaînes internationales ne parlent que d'un sujet, souvent, mais pas des sujets qui sont nos sujets. Donc, je pense que ça, le rôle de ces médias-là, c'est important. Ça veut dire que nous, nos pays, on ne doit pas laisser les autres choses au hasard. Il faut que nous créions l'information, il faut que nous mettons des institutions de création de ces informations et que ces informations soient celles qui importent pour nos populations. Qu'est-ce qu'un paysan qui est assis à Caille, qu'est-ce qui l'intéresse? Peut-être qu'il veut voir le niveau de la pluie, il veut voir s'il a les routes, s'il peut écouler son produit, etc. Donc, lui, je pense que ce n'est pas la glace qu'ils font dans l'Arctique qui est sa première information qui l'intéresse. Donc, je pense que ce rôle des médias, là, c'est extrêmement important parce que c'est les médias qui définissent beaucoup de monde. On sait que les médias ne sont pas neutres parce qu'il y a des intérêts économiques et financiers qui sont derrière ces médias. Et pire, c'est que ces médias sont aujourd'hui devenus pratiquement des instruments presque de guerre. Parce qu'on est pratiquement dans une guerre et que beaucoup de pays ont compris que ça ne sert à rien de former des militaires, de les envoyer dans des pays où ils ne peuvent pas changer grand-chose et qu'en investissant 1 million, 2 millions d'euros dans un média, on peut avoir une armée de millions de personnes qui ne savent même pas qu'ils sont des combattants recrutés pour eux. Donc vraiment, ça veut dire que les gens ont compris que c'est stratégique désormais ces infos. Sinon, pourquoi un média chinois, russe, ou américain ou britannique va investir des millions de dollars ou d'euros pour informer un pauvre paysan qui est à Ségou, qui est à Banfora ou qui est à Abidjan? Pourquoi il n'informe pas ses propres populations?
Et la plupart de ces radios ne sont pas écoutées dans leur pays. Hein. Ils sont faits pour nous. Et mieux encore, ils veulent nous informer dans nos langues nationales. Parce qu'ils ont compris aussi que le français ou l'anglais est parlé par une petite partie de notre population. Donc ça veut dire que ce sont des enjeux extrêmement importants et le retour sur investissement est énorme sur les médias. Donc pourquoi nous aussi nous n'allons pas créer l'information, essayer de maîtriser l'information, essayer de valoriser les institutions d'information, avoir nos radios ou même nos secteurs privés, même parler à nos journalistes. Ça c'est important, il ne s'agit pas de donner de l'argent aux journalistes, mais est-ce que nous parlons à notre presse? Est-ce que nous les valorisons? Quand RFI, France 24, BBC viennent, bon, ils ont accès. Mais est-ce que quand Bamakan ou Radio Djekafo vient, ils ont accès à nous? Donc, est-ce que nous voulons parler à nous-mêmes? Donc je pense que cette question de réduire l'impact néfaste de certains de ces médias, c'est de pouvoir nous-mêmes créer, valoriser nos structures, parler dans nos langues nationales et surtout parler de questions qui intéressent nos populations. Et que nous-mêmes, on se sente responsables pour pouvoir parler à nos populations des défis. Et même nous, je pense que dirigeants ou populations, il faut qu'on ait cette sincérité de parler à nos populations. S'il y a des problèmes, il faut leur dire. Si on a des limitations, il faut leur dire. Mais si ce sont les radios étrangères qui viennent leur dire ce que nous faisons ou ce que nous ne sommes pas capables de faire, je pense qu'il y a un problème. Il y a un disconnect. Je suis certain que si moi je vais devant les Maliens leur dire qu'on a telle chose, on n'a pas pu le faire, ils vont le comprendre. Voilà, et je n'ai pas besoin d'aller à Paris ou à Genève pour pouvoir expliquer cela. Donc le quatrième point que j'ai retenu en termes de leçon, ça c'est la notion de renforcement de la souveraineté énergétique. Je pense que c'est aujourd'hui capital. Des pays comme le Mali, avec les problèmes électriques que nous rencontrons, nous nous rendons compte qu'il faut que les pays puissent avoir une souveraineté énergétique. Si on peut avoir la souveraineté énergétique à l'échelle des régions, mais c'est tant mieux. Mais encore une fois, la souveraineté énergétique à l'échelle d'une région requiert la confiance entre les pays. Ce à quoi nous avons assisté dans notre espace, c'est qu'on avait des mécanismes de partage de nos ressources hydrauliques ou de l'électricité, mais on s'est rendu compte qu'à cause des considérations, des problèmes politiques, chaque fois qu'il y a des problèmes, quelqu'un ferme sa frontière, quelqu'un ferme le robinet, quelqu'un ferme sa turbine, et vous êtes dans le noir. Et le risque, j'espère bien que l'école de maintien de la paix va réfléchir sur ça, c'est-à-dire que quel est l'impact durable des sanctions qui ont été appliquées dans nos régions par rapport à nos processus d'intégration, parce qu'on ne se fait plus confiance pour envisager ensemble des projets communs pour l'avenir, que ce soit dans le cadre des infrastructures, que ce soit dans le cadre de l'énergie, si je n'ai pas la confiance, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, mais si je veux faire une route, je vais me demander est-ce que je peux faire la route avec tel acteur? En cas de problème, est-ce qu'il ne va pas m'abandonner en plein vol? Et ça va être le grand défi pour chacun, que ce soit des barrages, que ce soit des compagnies aériennes. Tout ce que tu feras, tu vas réfléchir. Est-ce que ce pays, si j'ai 5 pays qui m'entourent, je vais réfléchir. Peut-être que je vais choisir, même s'il y a des défis en termes de route, en termes de ceci, je vais dire en tout cas, ce pays-là, depuis des années, ils ne nous ont jamais abandonnés. Donc je pense que par rapport à l'intégration régionale, il est extrêmement important de comprendre que les séries de sanctions et la batterie de sanctions qui a été appliquée dans notre espace va avoir un impact sur les décisions des acteurs politiques et des acteurs économiques pour savoir à qui on peut faire confiance. Mais donc la souveraineté énergétique, c'est excellent. La souveraineté énergétique à l'échelle même d'une région, c'est encore mieux, mais encore faut-il qu'on ait des circuits qu'on puisse mettre à l'abri. C'est pourquoi même l'intégration régionale, on aurait dû la mettre à l'abri des soubresauts politiques. De se dire qu'il y a coup d'État, qu'il y a tel ou tel changement, l'aller et venue de nos citoyens, le franchissement des frontières, les affaires que les gens font, les sous qu'ils mettent dans les banques ne doivent pas être touchés. Et réglons les problèmes politiques là où ils se posent,
laissons l'économie en place. Le jour où la météo change et que politiquement on est reconnecté, ça trouve que les populations, on les a pas toutes. Notre problème dans notre espace, c'est qu'on a tout chamboulé, on a tout dérangé. Et ça, je pense que ça a un impact. J'ai également pris note que vous avez lancé aussi à l'endroit des responsables politiques et administratifs des pays du Sahel, mais aussi à l'endroit des partenaires et des messages que vous avez lancés pour que tous les acteurs puissent être intégrés au niveau de la coopération ou du partenariat, parce qu'il n'y a pas que les États. Je crois qu'il y a plusieurs types de partenaires et on ne doit pas seulement considérer d'ailleurs les partenaires qui viennent de l'extérieur. Je crois que même dans nos pays, même dans nos régions, on a des partenaires économiques autres qui viennent travailler avec nous, souvent en conjonction avec ces partenaires qui viennent de l'extérieur. Donc cette multiplicité d'acteurs aussi doit pouvoir être intégrée à ces éléments en considérant que chaque acteur aussi peut amener quelque chose, que ce soit une expertise, une valeur ajoutée ou des ressources, c'est important. Donc je retiens également que nos travaux ont été guidés aussi par une démarche, mais aussi une rigueur appréciable que j'ai notée lors de différentes présentations qui ont confirmé que la coopération internationale, pour être un levier de stabilité et un levier de prospérité, devrait être véritablement ou se faire dans le cadre d'un partenariat qui est mis au service des priorités nationales. Je crois que ça, c'est, à mon avis, extrêmement important, que ce soit les priorités nationales et les priorités des régions qui priment. Et également dans le cadre du financement du séminaire, dans le cadre du financement du développement, le séminaire a également mis en exergue l'importance des mécanismes financiers innovants. Je pense que ça, c'est une donnée essentielle parce qu'aujourd'hui, l'argent se fait rare, donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit imaginatif pour trouver des ressources ou identifier les ressources qui sont difficiles à obtenir. Et aussi ces financements innovants qui intègrent également à la fois des fonds souverains, je pense que vous les avez identifiés, les partenariats publics-privés, ainsi que des outils financiers verts pour soutenir la transition écologique. Je pense que je suis particulièrement heureux par rapport à cette recommandation. Mais je voudrais aussi ajouter à ces différents mécanismes, il faut ajouter dans les mécanismes innovants aussi la mobilisation des ressources internes. Parce que nous avons vraiment suffisamment insisté sur cette question, la mobilisation des ressources internes, parce qu'il y a des niches importantes dans nos pays pour pouvoir mobiliser ces ressources internes, mais aussi les transferts des diasporas. Parce que dans beaucoup de nos pays, les transferts des diasporas dépassent ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Donc, ce sont des acteurs, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ces financements sont pour la plupart ils vont dans des dépenses sociales, ce qui est aussi utile parce qu'ils soutiennent des familles, des foyers, des communautés, que si cette aide n'était pas là, on aurait peut-être plus de conflits, plus de difficultés. Mais mon point, c'est de dire que nous devons aider la diaspora à rendre ces investissements productifs pour eux-mêmes et pour la communauté dans laquelle ils vivent, parce que ce sont des ressources extrêmement importantes et qui permettront aussi de faciliter même le retour de la diaspora, parce que si ils ne reviennent pas en tant que migrants, etc., ils reviennent en tant qu'acteurs économiques, avec même plus de respectabilité et plus de dignité. Donc, avant de conclure, je voudrais aussi remercier chaleureusement nos frères en AES, notamment du Burkina et du Niger, qui ont fait le déplacement ici à Bamako pour partager leurs expériences, les bonnes pratiques et les leçons apprises, sans oublier les autres frères et sœurs qui viennent d'ici, d'Afrique ou également d'ailleurs. Dans le cadre de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel, AES, je vais encore insister auprès de notre frère Lee, parce que j'ai lu dans la présentation, il met CES, je pensais qu'il parlait du Centre d'études stratégiques des affaires étrangères. Après, j'ai pris un peu de recul pour comprendre, mais je voulais juste prier l'École de maintien de la paix de considérer que l'acronyme pour l'AES est l'AES. Et que l'appellation officielle, c'est Confédération des États du Sahel, entre parenthèses AES. Ça veut dire que quand on parle de l'AES,
on parle de la Confédération des États du Sahel. Pourquoi? Même quand on est passé de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel, nous avons voulu garder l'acronyme AES parce que c'est presque une marque déposée à laquelle les gens sont attachés. Parce que même si nous on dit autre chose, même si nous on dit CES, et ils vont dire AES. Donc on s'est dit que c'est mieux qu'on laisse les gens continuer à appeler AES, en sachant que quand on dit AES dans l'acronyme, on parle de Confédération des États du Sahel. Donc je voulais juste vous dire ça pour qu'on puisse intégrer. Donc dans le cadre de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel, AES, dont le mandat initial a été confié à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, nous réaffirmons notre engagement à œuvrer à l'édification d'un Sahel qui soit sûr, qui soit plus prospère, mais qui soit également solidaire, une solidarité avec l'ensemble des peuples d'Afrique qui aspirent aussi à vivre dans la paix, à vivre dans la dignité. Pour cela, nous poursuivons également notre approche pragmatique d'établir des partenariats également pragmatiques, fondés, comme je l'ai dit, sur la confiance mutuelle et aussi une compréhension profonde de nos réalités locales. Je pense que M. Di l'a indiqué, on ne peut pas résoudre un problème si on ne l'a pas compris. Donc nous-mêmes, nos partenaires, chacun doit s'assurer qu'on a compris c'est quoi le problème. Et très souvent aussi, aller avec beaucoup d'humilité, parce que souvent même quand on va dans un village, qu'on trouve des gens qui n'ont pas de PhD, n'ont pas été nécessairement à l'école, etc. Mais ce sont des gens qui connaissent leur environnement, qui connaissent la solution de leurs problèmes. Peut-être qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut, mais quand vous leur demandez quelles réponses, ils vont pouvoir vous orienter. Nous, peut-être qu'on peut venir avec un financement, on peut venir avec une technologie, on peut venir avec une expertise, mais ce n'est pas des ignorants, ce sont des gens. Donc, souvent, on vient avec beaucoup de condescendance à ces gens en disant que oui, moi, j'ai été formé à Harvard, à Oxford, etc. Donc, quand je viens, nécessairement, il ne connaît pas son problème. Non, moi, je crois qu'il faut écouter les gens. Si vous les aidez, ils vont vous aider à les aider. Donc je pense que c'est ça aussi quand nous parlons, ça c'est nous quand nous parlons à nos populations, parce que très souvent malheureusement dans nos pays, je pense que nos élites ont remplacé les colonisateurs, on a mis leurs chaussures et on a traité notre population comme le colon nous traitait. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le syndrome du persécuté. Vous savez, quelqu'un qui a été persécuté développe 90% de chances lui-même de répliquer ce qu'il a subi. Donc nous, élites africaines, il faut que nous-mêmes on sorte de ce traumatisme, qu'on prenne du recul, qu'on regarde autrement notre population. Parce que ce qu'on reproche aux étrangers, nous faisons la même chose à notre population. Donc je pense que nous-mêmes, on doit se remettre en cause. Est-ce que nous-mêmes nous comprenons nos populations? Est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous les trouvons? Parce que même nous, je pense que moi j'ai été à l'école, même mes parents n'ont pas été à l'école. Mais j'ai pourtant le plus grand respect pour mes parents. Mais pourtant dans la rue, quand on voit les gens, parce qu'ils n'ont pas été à l'école, on pense que... Donc il ne faut jamais penser que les gens sont ignorants. Ils ont leur connaissance de leur réalité. Il faut les traiter avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Et aussi, quand les partenaires traitent avec nous, naturellement, nous souhaitons qu'ils puissent chaque fois respecter notre souveraineté. Notre souveraineté, c'est de reconnaître notre habilité et notre capacité à définir les choses pour nous-mêmes, à prendre des décisions pour nous-mêmes, y compris en nous trompant. Je pense que ça me paraît être évident. Donc, je vais peut-être m'en arrêter là pour ne pas faire une autre leçon inaugurale. Et en vous remerciant tous de votre attention.